Vous êtes dans le QG News, bienvenue. Merci de nous rejoindre tout de suite. Les titres de ce journal avec au Burkina Faso l'interdiction de toute présence humaine dans 2 zones d'intérêt militaire. Une décision de la junte au pouvoir, une partie de la province du Soum au nord du pays, frontalière avec le Mali, est concernée par cette interdiction. Face à la nécessité de parvenir à électrifier l'ensemble du pays, les autorités djiboutiennes se disent engagées à soutenir le recours aux énergies renouvelables. Focus à suivre dans ce journal sur Dara J Family, un groupe mythique dans le rap sénégalais. Il était en France à l'occasion de la fête de la musique. Mais tout d'abord, ces 2 pays d'Afrique francophone, le Gabon et le Togo, qui s'apprêtent demain, vendredi 24 juin, à être intronisés dans le Commonwealth lors du 26e sommet de l'organisation. Une adhésion justifiée par une volonté pour les 2 États de diversifier leur coopération. Cela fait une décennie que les 2 pays cherchent à rejoindre l'organisation. Héritage de la colonisation britannique, elle regroupe 54 pays, dont 19 pays africains. Afin, dit-il, de mieux lutter contre le terrorisme au Burkina Faso, le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a décidé de créer 2 zones d'intérêt militaire où toute présence humaine est interdite. Les zones ciblées sont une partie de la province du Soum, au nord du pays, frontalière avec le Mali, et les réserves protégées situées à l'est, l'un des bastions des groupes terroristes qui agissent régulièrement dans ces zones avec des attaques de plus en plus meurtrières. Nathalie Moore. Les Burkinabés installés dans le nord et le sud-est du pays ont reçu l'injonction du chef de la junte au pouvoir, Paul-Henri Sandaogo Damiba, d'évacuer ces zones désormais d'intérêt militaire. Cette mesure a été adoptée lors d'un conseil supérieur de la défense nationale tenu le 20 juin 2022 à Ouagadougou. Selon les autorités du Burkina Faso, toute présence humaine est interdite dans ces zones d'une superficie totale de 49 963 km², où des offensives d'envergure contre le terrorisme seront menées. Le gouvernement a précisé qu'il y a un délai qui sera donné aux populations pour essayer d'évacuer les lieux avant certainement les opérations militaires. Mais je pense que le fait de l'avoir déjà annoncé de cette façon, les populations qui ont déjà appris cette information vont prendre les dispositions pour essayer de se mettre, j'allais dire, en lieu sûr. La lutte contre le terrorisme demeure une préoccupation majeure pour les autorités burkinabées. Une rencontre entre l'actuel chef de l'État, Sandaogo Damiba, les anciens dirigeants que sont Roch-Marc Christian Kaboré et Jean-Baptiste Ouedraogo a eu lieu le 21 juin 2022 aux fins de trouver une solution à la crise sécuritaire dans le pays. Cette audience a matérialisé la volonté de réconciliation et de retour à la cohésion sociale au Burkina Faso. Le tout est de savoir quel est l'objectif, c'est-à-dire que le contenu de ces rencontres et à quoi ça va aboutir. Donc, on a un besoin d'un peu de lisibilité là-dessus. A priori, on sait que c'est pour travailler à la réconciliation nationale, mais il reste encore qu'on doit expliquer quelle est la démarche, où est-ce qu'on veut aller et avec qui on compte y aller. La création de 2 zones d'intérêt militaire fait suite à l'attaque terroriste qui a fait 100 victimes dans le nord du pays le 11 juin 2022. Le Burkina Faso connaît une pression due à la menace terroriste depuis 2015, causant plus de 1,8 million de déplacés internes. L'agriculture, un secteur en crise sur le continent africain et pour cause. Seuls 5 pays respectent les engagements de Maputo de 2003 d'y consacrer au moins 10% de leur budget. La problématique se pose notamment au Ghana où, comme solution, le gouvernement travaille sur un projet de loi qui devrait obliger les établissements bancaires à verser 20% de leurs crédits aux filières relevant du domaine de l'agriculture.
D'ici à la fin de l'année 2024, le Mozambique entend boucler le montage financier de la construction du barrage de Mufanda-Nkwa, situé dans une région qui manque d'électricité. Cette centrale hydroélectrique sera alimentée par le fleuve Zambèze. L'infrastructure devrait, selon les plans des autorités mozambicaines, être complétée par des lignes à haute tension 2300 km. La mise en service de l'ensemble du dispositif est prévue en 2031. Amenedji. Bien que classé 181e au rang mondial sur l'indicateur du développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement, le Mozambique présente un potentiel hydroélectrique assez considérable pour son économie. Il puise près de 60% de son énergie de la centrale de Cahora-Bassa sur le fleuve Zambèze et le pays veut booster son potentiel en identifiant déjà plus de 100 sites présentant une capacité collective de 15 000 MW. À la grande époque de l'énergie électrique de source hydrique, le problème majeur était le off-take, ça veut dire le client qui viabiliserait la production. C'est pour ça que quand vous avez une économie interne qui n'est pas elle-même consommatrice de beaucoup d'énergie, vous dépendez donc de l'exportation d'énergie. Et exporter de l'énergie n'a jamais été réellement rentable. Aujourd'hui, il y a une très belle opportunité et le Mozambique l'a vu. C'est la possibilité de faire de l'hydroélectricité, mais également de la convertir en hydrogène. Et l'hydrogène est un produit à haute valeur ajoutée qui est demandé dans le monde à des rythmes complètement fous. Le Mozambique produit presque 3 fois plus d'énergie qu'il n'en consomme, équivalent à près de 900 MW. L'essentiel de la production est exporté à son voisin, l'Afrique du Sud, via le grand barrage de Cahora-Bassa, dont la puissance installée est de 2115 MW, représentant 83% de l'énergie produite par le pays. Par ailleurs, ceux liés au gaz naturel liquéfié avec en vue un bénéfice de 3 milliards de dollars par an de recettes fiscales. Et je crois que nous avons là une opportunité pour tous ceux, comme le Mozambique et la République démocratique du Congo et quelques autres pays, ont des potentiels hydroélectriques immenses, la possibilité de lancer aujourd'hui des investissements intensifs en partenariat public-privé et être à mesure, non pas d'exporter le courant, mais plutôt d'exporter des produits à valeur ajoutée que sont les produits dérivés des industries vertes, l'hydrogène, l'ammoniac vert et éventuellement les métaux verts. Début 2019, la Banque mondiale et le Mozambique ont signé un accord de financement de 80 millions de dollars. Première étape d'un financement de 200 millions pour l'initiative Énergie pour tous au Mozambique. Le pays compte produire 6% du gaz naturel liquéfié mondial d'ici 2027, se classant ainsi dans le top 5 des producteurs d'ici 2030. Améliorer l'accès à l'électricité, un défi qui se pose aussi à Djibouti. Dans ce pays, seuls 60% de la population a accès à l'électricité. Une situation qui ralentit la vie quotidienne des habitants, mais aussi des pans entiers de l'économie. Face aux nombreuses contraintes, des initiatives se développent là aussi autour des énergies renouvelables. Philomentine. Pays côtier, Djibouti est doté d'une biodiversité marine unique, composée d'au moins 890 espèces animales et plus de 17 espèces végétales vivant sous ses eaux, selon une étude du Programme des Nations Unies pour le développement. Avec une surface maritime de 7190 km², l'environnement marin aquatique du pays fournit des services économiques dont la valeur est estimée à 11 milliards de dollars par an, d'après la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Les pays en développement sont sévèrement exposés aux violentes conséquences du changement climatique. C'est le cas du Djibouti, qui, en vue de minimiser les impacts du changement climatique, protéger les acquis et renforcer la résilience du peuple djiboutien, prend des mesures fortes visant à protéger les populations, les infrastructures et l'économie. Cette démarche, que nous saluons, a le mérite d'associer le génie civil moderne et l'approche naturelle visant à assurer l'adaptation fondée sur les écosystèmes. Djibouti ne cesse de multiplier les actions afin de mieux protéger et conserver sa biodiversité. Le gouvernement a ainsi mis en place un certain nombre de projets portant notamment sur le renforcement des mesures d'adaptation dans les écosystèmes fragiles, sur l'adaptation au changement climatique des communautés rurales en régions montagneuses et sur la résilience dans les zones côtières les plus vulnérables.
Pour parvenir à des solutions durables, Djibouti devra adopter une approche basée sur les problèmes tout en s'inscrivant dans une démarche beaucoup plus régionale. Il doit renforcer la recherche fondée sur l'approche mixte telle qu'engagée et surtout œuvrer à renforcer la biodiversité marine qui a des avantages à la fois socio-économiques et environnementaux. Toutefois, Djibouti est vulnérable aux risques induits par les changements climatiques tels que les inondations, les sécheresses et l'élévation du niveau de la mer. Le Soudan, toujours en plein marasme économique, une situation qui ne cesse de se dégrader depuis le coup d'État d'octobre 2021. Les populations sont les plus durement touchées. Dans ce pays, c'est désormais un tiers de la population qui est confrontée à l'insécurité alimentaire, une situation dramatique sur laquelle viennent s'ajouter d'autres pénuries, dont celle de l'eau. C'est un sujet de la rédaction. À Omdurman, de l'autre côté du Nil Blanc, en face de la capitale Khartoum, l'approvisionnement en eau ne se fait plus depuis des semaines. La détresse est totale et faute de solution, les habitants sont alors obligés de débourser des sommes astronomiques dans les commerces pour pouvoir acheter de quoi boire. Dans ce quartier d'Al-Shigla, Abdallah El-Sayed déplore cette situation qui vient aggraver les difficultés qui étaient déjà présentes. Au niveau sanitaire, nous ne pouvons pas faire le ménage correctement, laver les vêtements ou nettoyer les salles de bain. Donc des problèmes de santé se posent, et cela vient s'ajouter aux problèmes financiers, sachant que nous devons acheter l'eau, même celle que l'on boit. Depuis le coup d'État d'octobre 2021 et l'arrivée au pouvoir du général Abdel Fattah al-Burhan, la crise économique s'est amplifiée avec des pénuries à répétition dans tous les secteurs. Alimentaire, l'électricité et maintenant l'eau. La junte au pouvoir est régulièrement accusée d'être à l'origine de cette crise, mais pour le pouvoir militaire, la responsabilité est ailleurs. Pour la période 2022-2023, nous attendions près de 4 milliards de dollars de la Banque mondiale, dont 500 millions pour l'irrigation et l'eau potable et 780 millions de dollars pour l'électricité. Les populations sont éprouvées à mesure que le pays s'enfonce dans la crise politique et économique 3 ans après la Révolution. Aucune mesure n'a été annoncée par le gouvernement devant cette pénurie d'eau et aucune non plus face à la crise alimentaire, alors que 18 millions de Soudanais, soit près de la moitié de la population, pourraient faire face à la famine dans les prochains mois. Daradji Family, groupe mythique dans l'univers du rap sénégalais. Ce 21 juin, à l'occasion de la fête de la musique en France, l'effervescence était totale en région parisienne à Brétigny-sur-Orge, où les musiciens du groupe se sont produits devant un public conquis. Reportage Mustapha Kanté, Aïssatou Diamanka-Besland. Tché Koulé, c'est la première chanson de leur grand répertoire qu'ils ont scandé sur la scène de Brétigny-sur-Orge. Les Daradji Family ont encore montré leur talent lors de la fête de la musique devant un public venu nombreux pour les écouter. Le groupe mythique de hip-hop sénégalais, composé de 2 acolytes, Nongodi et Fada Freddy, ont transporté le public dans leur voyage à travers leurs pas de danse, mais surtout leurs chansons comme une cadence envoûtante. Ce n'est pas la première fois que les Daradji Family se produisent en France. Yes, on est super contents. Au-delà du fait que c'était l'occasion de fêter la musique, mais c'est aussi pour nous un moment de communion avec un public tu vois, qui habite dans le 91, comme on m'a dit. Et souvent, on joue plus peut-être à Paris ou dans d'autres horizons. 2 amis de longue date depuis le lycée, c'est au milieu de l'année 1990 que le groupe des Daradji Family s'est formé pour une longévité de plus de 27 ans. Un groupe dont les chansons parlent beaucoup d'Afrique. C'est qu'aujourd'hui, l'Afrique joue un dénominateur commun, non seulement des cultures, mais aussi dans la géopolitique. L'Afrique occupe une place prépondérante et très très importante. Et raison pour laquelle on était venu, pour communier et leur dire que
En tant qu'Africains, on est venu pour mélanger les cœurs. De 1998 à 2020, leur production musicale a été riche de 6 albums: Daradji, Halima, Boomerang, School of Life, Foundation et enfin Yamatele. Le rendez-vous est bien sûr donné pour un prochain projet musical qui se prépare en coulisses afin de revenir en force pour leurs fans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.